Eh ben, on est en live. On va laisser les gens se connecter petit à petit. Alors, ça fait un sacré moment que je n'ai pas fait de live sur Facebook et j'ose bien espérer que vous êtes toujours là, les petits. Alors, ça va se connecter tout doucement. On va même partager ce live en direct. Alors, oui, ça y est, je suis en live. Ouh, ça bug, ça y est. Hop, on va fermer les pages. J'ai un spectateur, c'est bien aimable. Allez, c'est parti. Oh, il y a du monde sur Facebook. Ok. Alors, on va commencer tout doucement. Bienvenue à tous sur ce live Facebook. Alors, je crois même que c'est la première fois que j'utilise StreamYard sur Facebook. On va voir si ça paye un petit peu. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un élément que je trouve assez important pour nous permettre de passer en action. Et coucou Christelle, salut à toi, bienvenue, ça fait plaisir de te voir. Je voulais en fait partager un élément indispensable et pour moi même indissociable de l'audace. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, très souvent, j'ai toujours la même question, Mathieu, comment tu fais? Et je réponds toujours la même chose, eh bien, je fais. Mais je me suis aperçu que cette réponse, en fait, n'était pas complète, puisque c'est bien beau de faire telle ou telle chose aujourd'hui, c'est quand même vous qui me regardez, qui me définissez comme une personne audacieuse. Alors que sans ça, j'en ai pas forcément conscience, puisque pour moi, je fais les choses naturellement. Donc finalement, la question à se poser, la première question à se poser, c'est: qu'est-ce qui me différencie des autres? Alors attention, il y a j'ai pas la tête qui va éclater, j'ai pas le melon, quoi que ce soit, mais c'est une question que je trouve extrêmement importante et je vais vous dire pourquoi. Parce que comment je peux expliquer que je fasse des choses que les autres ne font pas? Ça, c'est une vraie question. Et donc, ça pousse à se poser la question, à remonter sur nos processus, en tout cas les miens, sur mes processus et sur mes mécanismes de fonctionnement. Comment je fonctionne? Quel est le mécanisme que j'ai, que les autres n'ont pas, qui fait que j'entreprends quelque chose et que je vais au bout, alors que les autres n'ont peut-être même pas eu forcément eu l'audace d'oser? Eh bien, en fait, ce mécanisme, il n'a aucune connotation religieuse, je tiens à le préciser, puisque c'est la foi. Et ça, c'est une longue discussion que j'ai eue avec ma compagne qui est juste là. Une discussion que j'ai adorée, puisqu'en fait, je me suis aperçu que oui, c'est la foi. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vous parle pas de foi religieuse, non. Je vous parle en fait d'avoir foi en vous, moi, d'avoir foi en moi, d'avoir foi en mes idées, d'avoir foi en mes projets, d'avoir foi en l'idée que je suis capable, que je vais y arriver, que ça va contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Et en fait, je me suis aperçu que derrière l'audace, vraiment l'étincelle de cette motivation qui me met en action, eh bien, c'est la foi. Et en fait, j'ai envie de vous poser une question très simple. Si vous n'avez pas foi en vous, qui l'aura? Mmh? Et fort de ça, je me suis dit: «Mais en fait, ça, c'est applicable, mais à tous les niveaux». C'est-à-dire que finalement, si je crois pas assez en moi, bah, je me mettrai jamais en action. Si je me mets pas en action, il y aura pas de changement, parce que pour qu'il y ait un changement, il faut de l'audace, il faut oser le changement. Donc, pas d'audace. Sans audace, pas d'innovation. Et je fais une parenthèse, l'innovation, ce n'est pas un mot
réservé aux entreprises, parce que dans innovation, il y a la nouveauté, c'est l'idée de faire quelque chose pour la première fois. Donc sans audace, pas d'innovation et sans innovation, bah, rien ne change. Donc aujourd'hui, toi qui me regardes, je te le confirme, d'ailleurs bienvenue à tous les nouveaux arrivants, si tu veux faire quelque chose, eh bien ça demande d'abord et avant tout, le premier élément, le premier ingrédient pour faire quelque chose de nouveau, c'est d'avoir foi en toi. Alors, Christelle nous dit merci pour ton partage, Christelle. Christelle nous dit: «J'ai même peur de débloquer mes blocages». Eh ben, je te remercie, de ton partage, Christelle. Maintenant, j'ai une question à te poser, si tu veux bien. J'aimerais que tu me dises, en fait, qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? C'est-à-dire que, est-ce que tu as peur de ce qu'il y aura après? Ou, une fois que tu auras débloqué tes blocages? Est-ce que même tu as peut-être même peur de ne pas savoir ce qu'il peut y avoir une fois qu'il y aura plus de blocage? Parce que tu sais, la psychologie est fabuleuse. Bien souvent, on voit des personnes qui conservent leur blocage, leurs croyances limitantes, peu importe, qui conservent ça comme un doudou. Comme un doudou, pourquoi? Parce qu'en fait, on sait comment ça fonctionne, c'est confortable, on sait comment ça commence, on sait comment ça se passe, on sait comment ça termine et ça, c'est le cousin très, très proche de la zone de confort. Parce que la zone de confort, c'est ça. On sait à quelle heure on se lève le matin, on sait à quelle heure on se lave les dents, on sait à quelle heure on petit déjeune, on sait à quelle heure on va travailler, on sait à quelle heure on fait la pause repas, on sait à quelle heure on va chercher les enfants, on sait à quelle heure on rentre à la maison, on sait à quelle heure on fait manger les gosses, on sait à quelle heure on fait ah! Stop! C'est la zone de confort et ça, pour les blocages, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on peut l'imaginer. Donc je te remercie en tout cas de ton partage et coucou à toi Marie-Laure. Alors Marie-Laure, si je t'ai recommandé de passer, sur ce live, c'est pour que tu n'hésites pas à poser tes questions parce que je pense que tu en as un paquet. Vu nos échanges qu'on a eus en parallèle, c'est l'occasion ou jamais. Bonjour Sophie. Alors Sophie, elle est trop mignonne parce qu'elle est là dans l'ombre tout le temps, mais en fait, là, elle est en train de se fendre la gueule parce que c'est ma femme. Mais elle est autant là en soutien que moi je la soutiens, donc c'est trop mignon. Bisous chérie. Alors Christelle, c'est ça un vrai doudou, donc j'en déduis que j'ai visé juste. Alors, Christelle, c'est un doudou, c'est donc très synonyme de ta zone de confort, c'est OK. Il faut pas que tu aies honte, faut pas tu sais, parce que souvent on se dit: «Oh merde», tu sais: «Oh nanana, ça va pas, tout ci, ça là», enfin on se trouve encore plus d'excuses et on se trouve encore plus de raisons de se tirer une balle dans le pied et de se mettre des baffes. C'est pas l'idée, c'est pas du tout ce que je te propose. Moi, ce que si j'ai une recommandation à te faire, c'est: «Bon, OK, j'ai peur de débloquer mes peurs. OK, c'est un fait. Tu l'as dit, tu l'as écrit, tu l'as dit, on est là tous ensemble, c'est factuel. J'ai peur de débloquer mes peurs parce que c'est un doudou. C'est un doudou, ça me rassure parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est OK. Mais maintenant et c'est là où l'audace rentre en considération, c'est-à-dire que l'audace, souvent et c'est contre ça que je me bats dans toutes les entreprises dans lesquelles j'interviens en conférence, souvent enfin souvent, très généralement, l'audace souffre d'une image qui est, dépassée depuis 150 ans. C'est-à-dire qu'on pense qu'un audacieux est une tête brûlée. Non, on va casser le délire tout de suite, c'est faux. Un audacieux, c'est une personne qui prend un risque, mais pas n'importe quel risque. C'est un risque mesuré et réfléchi. Et ensuite, une fois que cette personne a mesuré le risque, c'est-à-dire, tiens, dans une colonne, qu'est-ce que j'ai à gagner? Tac, 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 tac. OK. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Tac, 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 tac. Maintenant, si la colonne de ce que j'ai à gagner, elle est plus importante et elle a plus de valeur et de poids que l'autre, que celle que ce que j'ai à perdre, il faut arrêter de se poser des questions et il faut agir. C'est ça, être un audacieux. Sauf qu'une personne audacieuse, comme on me qualifie de l'être, eh bien, c'est une réflexion qu'on se fait très vite. C'est-à-dire, OK, là, je suis devant un dilemme. Le plus, le moins. Le moins, il l'emporte. Bon, bah, je suis pas suicidaire. Audacieux, c'est pas être suicidaire. Parce qu'on dit un audacieux est une tête brûlée. Non. Moi, si ce que j'ai à perdre est plus important, je suis pas fou, les gars. On s'arrête là tout de suite et on réfléchit à une nouvelle stratégie. En revanche, c'est
cet état d'esprit, ce mindset qui a beaucoup plus de poids. C'est-à-dire que finalement, si on se dit: «Ah ouais, mais là, j'ai beaucoup à perdre, stop», et on revient sur notre rapport à l'échec. Oh, l'échec, c'est pas une fin en soi. C'est Edison qui a toujours eu une citation que j'ai toujours adorée, c'est: «Il n'a pas échoué 1000 fois avant de faire une ampoule, il a trouvé 1000 façons différentes de ne pas faire une ampoule», et ça montre l'état d'esprit de la personne que vous avez devant vous. C'est aussi simple que ça. L'échec n'est pas une fin en soi. Idriss Aberkan dit d'ailleurs que l'échec est un diplôme, mais c'est un diplôme qu'on devrait tous avoir. Si on est tous capables d'échouer, eh ben, il y a même c'est les Canadiens qui sont aussi très forts pour ça. Eh bien, ils vous disent échouez, mais débrouillez-vous pour échouer en grand et faites-le bien. Ça, c'est même une phrase qu'on retrouve dans le livre Non, c'est bon, que je vous encourage vivement à lire. C'est comment le non peut être bénéfique. Ça vous ouvre les chakras, j'ai envie de vous dire, quoi. C'est pas possible de faire autrement. Donc, il n'y a pas de fin en soi. L'échec, c'est pas une fin, c'est un apprentissage. La peur, Christelle, elle a un message. Toutes tes peurs, elles ont un message pour toi. Ça veut sûrement dire d'ailleurs que ce que tu as envie de faire et que tu n'oses pas faire est super important pour toi. Mais comme tu sais pas comment ça marche, eh ben, on va pas se mouiller comme ça, tu es sûr de pas te planter. Mais du coup, tu es partagé entre 2 choix de merde. C'est-à-dire: «Tiens, est-ce que je me garde mes peurs et dans un certain temps, eh ben, je serai bouffé par les regrets?» Et là, le poids des regrets, je te garantis que c'est du violent. Ou alors: «Tiens, est-ce que finalement ce que j'ai à gagner, c'est beaucoup plus important que ce que je peux potentiellement perdre? Et dans ce cas-là, est-ce que je peux prendre le risque d'échouer au risque de réussir?» Ça, c'est une question qui mérite d'être posée, et j'espère en tout cas que ça t'a éclairé parce que je pense que c'est plus une boucle que j'ai fait là, j'ai fait le tour du parc. Et comme tu l'as très bien dit, le confort est inconfortable. J'aime beaucoup cette phrase. Salut à toi, belle à rire, Myriam. Ah, mais c'est Myriam, je t'avais pas reconnu, Myriam. Mais oui, mais coucou, Myriam. Mais oui, mais c'est dans l'autre sens le nom-prénom. J'espère que tu vas bien, Myriam. Marie-Laure, dis-moi tout. Ben, pose tes questions, je t'en prie. Sophie, on a été conditionné par rapport à l'échec. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à reprogrammer. Ah, là, je pense tout de suite à la PNL. Et si besoin d'aider, il y a Mathieu Bonnet aussi. Ça, c'est de la pub gratos. C'est bien, bien placé, nickel. Alors, pour rebondir sur ce que vient de faire Sophie, il y a un élément quand même qui est intéressant à mettre en avant, c'est l'accompagnement. Souvent, on le voit et on l'a vécu avec ma compagne à titre perso, on se confronte en ce moment à, comment je peux appeler ça avec de la politesse? On se confronte à des bourriques. Des bourriques, c'est des personnes qui sont convaincues d'avoir raison et qui en plus, s'entêtent dans leurs conneries. Mais ça, quand on a affaire à des bourriques, une bourrique est une bourrique. Je veux dire, ça, c'est le verdict, il est sans appel. C'est comme une maladie incurable, hein. Une bourrique est une bourrique et au même titre, et je peux le dire, au même titre qu'un con est un con. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Et c'est pas mal que de constater les choses. Et quand vous constatez que vous êtes bloqué, eh bien, au lieu de sortir le fouet pour vous flageller, eh bien, je vous encourage plus que vivement à vous faire accompagner. Alors, perso, moi, j'apporte, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, et maintenant je suis très rarement sur Facebook d'ailleurs. Moi, ma plateforme, c'est YouTube. Je fais énormément de vidéos. C'est ce contenu-là que j'apporte au plus grand nombre, on va dire, avec pas mal de trucs et astuces. Parce que, évidemment, ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est l'entreprise. C'est en tout cas mon client phare reste l'entreprise, même si j'ai pas mal de compétences annexes que je mets à votre disposition, des programmes, des choses comme ça. Ma compagne qui est kinésiologue, par exemple, rencontre beaucoup de personnes avec des blocages, qui pensent même que c'est des blocages installés depuis l'enfance. Vous savez, comme ces programmes de fonctionnement obsolètes dans un ordinateur. Et pourtant, en kinésiologie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la kinésiologie, c'est en fait, ça travaille sur le stress, mais tout est stress. C'est-à-dire qu'il faut élargir votre spectre, votre vision du stress. Et en fait, au travers des réactions de votre corps,
elle est capable d'identifier une source de stress qui peut même remonter à très loin dans votre enfance, la mettre en lumière et la travailler avec vous. Moi, j'ai découvert la kinésiologie, je trouvais ça génial. La première fois que je suis allé voir une kinésiologue, elle m'a raconté ma vie. J'ai dit: «Mais tu qui toi? Tu madame Irma ou?» «Non, non, c'est juste mon corps qui lui a répondu que». Parce qu'en fait, maintenant que je suis avec une kinésiologue, je sais comment ça marche. En fait, tous les traumatismes qu'on a dans une vie sont engrammés dans le corps. Notre corps, il est marqué. Il est marqué, c'est-à-dire que c'est pour ça que des fois on dit les gens qui ont eu une vie très difficile, souvent ils sont marqués. Une personne qui est alcoolique, elle a le visage marqué. Une personne fumeur, elle a le teint grisonnant. Qu'on le veuille ou non, on est marqué par la vie. Et donc, en fait, notre corps, il enregistre tout ça. Et en kinésiologie, bah, c'est comme si le ou la kinésiologue lisait un bouquin. Elle lit le bouquin, mais le bouquin, c'est ton corps. Voilà. Ah, tiens, là, il y a ça. Hop, chapitre 1, chapitre 2, nanana. Et on pointe, on met en lumière et on résout les problématiques comme ça. J'ai adoré cette expérience. Alors, Christelle, attends, hop, Sophie, elle est là. Hop. J'ai toujours beaucoup d'idées, mais je ne vais jamais au bout car j'ai toujours peur de passer à côté de mon chemin de vie. Ha ha! Oui, OK, mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir peur de passer à côté de ton chemin de vie ou ne jamais enfin, qu'est-ce qui a le plus de poids? Mais là, c'est dans le négatif, hein. Qu'est-ce qui a le plus de poids? Passer à côté de ton chemin de vie ou en fait, ne rien faire? Parce que ne rien faire, comme je te l'ai dit plus haut, Christelle, tu vas être bouffée par les regrets et enfin voilà, moi j'envoie de l'amour plus à tout le monde, hein. Mais là, j'aimerais pas être à la place d'une personne qui est bouffée par les regrets parce que c'est violent, très clairement. Donc je te souhaite pas ça du tout. Moi, ce que je te recommande, vraiment, en piste, si tu veux vraiment un exercice facile pour, solutionner ça, il faut mais par contre, ça va te demander beaucoup de discipline. Il faut que tous les jours, tu fasses quelque chose de nouveau pour la première fois, mais en termes de petits pas. C'est-à-dire, je veux que tu gardes bien à l'esprit la métaphore d'un enfant qui apprend à marcher. Christelle, aujourd'hui, tu es là avec moi en live, tu es un enfant qui apprend à marcher. C'est-à-dire que pour pas te casser la gueule, eh ben, tu es obligé de faire un pas. Mais pour toujours pas te casser la gueule, tu es obligé d'en faire un deuxième. Et puis pour rester en équilibre, tu vas en faire un troisième et un quatrième parce que tu sais que si tu ne fais pas le pas suivant, tu vas te casser la gueule. Donc c'est ça, en fait, faire des petits pas pour changer quelque chose. Eh bien, tous les jours, tu vas faire une action, aussi infime soit-elle, à ta portée, vers un objectif que tu as envie d'atteindre. Et je vais te fixer une deadline, tiens. Donc ma femme est sur le point d'accoucher. Normalement, le terme, c'est jeudi. Eh bien, jeudi prochain jeudi prochain, tu, m'envoies un message et je me le note, hein, fais gaffe, hein. Tu m'envoies un message et je veux que tu me fasses juste un compte rendu de toutes les petites actions que tu as mis en place chaque jour et bien sûr que tu me partages ton objectif si tu le veux bien. Voilà et pourquoi pas, selon les éléments que tu m'apportes, eh ben, je referai un live pour parler de tout ça aux gens, de comment mettre en place des petits pas, des choses comme ça, voilà. Si je peux apporter ma contribution et aider à péter un peu les barrières parce que si on me définit comme audacieux, il faut bien que je vous apprenne à faire pareil, sinon c'est pas rigolo. Donc voilà et dans une semaine, on se refait un point là-dessus. Voilà, moi, c'est ma proposition. Ah! Alors, je vais, même argumenter la phrase de Sophie que je n'avais pas vue. Fait vaut mieux que parfait. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi et qui sont arrivés en cours de route, Sophie est ma compagne. Fait vaut mieux que parfait. C'est une citation que j'ai vue, je ne saurais plus vous dire où, mais j'ai adoré cette phrase parce que fait, donc fait une action vaut mieux que parfait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sous-entendus là-dedans. Ça veut dire que souvent, on attend que ce soit parfait pour faire. Et mon amie Déborah, vous en témoignerez parce que c'est quelqu'un qui est très perfectionniste et qui attend souvent que ce soit parfait avant de se lancer. Mais elle sait, au fond d'elle, comme là je vais vous le partager, parfait, ça n'existe pas. Donc si vous attendez que ce soit parfait avant de faire, eh ben vous vous lancerez jamais. Donc cette citation que je vais vous remettre à l'écran, que j'adore, fait vaut mieux que parfait. Il faut, tiens, Christelle, que cette citation devienne ton mantra. Tu te la colles sur la glace,
Tu te l'écris au rouge à lèvres sur le miroir, tu te la mets dans l'entrée, tu te la mets au-dessus du miroir quand tu te brosses les dents. Il faut que tes yeux se posent là-dessus tous les jours. Tous les jours, toujours, parce qu'il faut que ton cerveau l'imprime comme un automatisme, en fait. Fait vaut mieux que parfait. Et je te l'ai dit, dans une semaine, on refait le point. Alors, oh là là, ouh, il y a eu beaucoup de messages. Bah, c'est cool. Salut à tout le monde, tous ceux que j'ai pas vus. Alors, Marie-Laure, être audacieuse, je crois l'être. Cependant, je suis mal à l'aise avec cette idée, même si je suis certaine que les gens sont admiratifs de ce que je fais, alors que je le fais naturellement. Ma question est la suivante. Est-ce normal que je n'arrive pas à le prendre? Non, je pense que c'est à le prendre pour moi. Alors, Marie-Laure, ta question est super top. Je vais me la refaire parce qu'elle est très pertinente et je pense qu'il y a pas mal de trucs là-dessous. Être audacieux, je crois l'être, cependant, je suis mal à l'aise avec cette idée, même si je suis certaine que les gens sont admiratifs. Ouais, alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, de ce que je peux déduire, peut-être que je fais fausse route, n'hésite pas à me corriger. De ce que je peux déduire de ce que tu écris là, Marie-Laure, tu fais les choses de manière audacieuse, oui, parce que tu les fais naturellement. Parfait, tout va bien. Les gens sont admiratifs, ce qui renforce cette image d'audacieuse. Jusque-là, on est nickel. Mais je pense que du coup, par les mots qui s'en suivent, il y a une peur du jugement ou du regard de l'autre. Et j'ai un petit peu cette impression qui en ressort. Parce que oui, oui, j'ai le sentiment que le regard de l'autre est important. Et ça, il faut que tu apprennes à t'en détacher. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de remède miracle à ça, le regard de l'autre. Mais moi, finalement, il y a un mécanisme qui m'a beaucoup aidé là-dessus à l'époque. Je me suis dit, bon, attends, Mathieu, alors bien sûr, il faut mettre le problème en lumière. Ça, c'est la première étape, sinon ça ne peut pas marcher. Tu mets le problème en lumière. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Ça, c'est déjà cette introspection. Il y a très peu de personnes qui sont capables de la faire seules. Ça demande beaucoup de travail. Ça, c'est limite le b.a.-ba. On met ça en lumière. Bon, qu'est-ce qui se passe en moi? En quoi le regard de l'autre est important? Tac, 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 tac. Vous faites votre petit bilan. Ok, nickel, tout va bien. Parfait. Une fois que vous avez tout identifié, eh ben, en fait, il y a une question simple. En fait, les gens, ils ont peur, en général, de prendre une décision. Mais je vous le dis à tous, maintenant, les yeux dans les yeux, là, là, vous avez le choix. Vous avez le pouvoir de décider. Vous avez le choix et la maîtrise de votre vie, à condition de le choisir. Donc, il ne faut pas avoir peur à partir de là d'être enfin non, j'allais dire d'être ferme, non, de vous discipliner. C'est-à-dire, on part du principe où quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et il y a toujours quelqu'un qui aura un truc à dire. Toujours. Donc, il y a deux possibilités. Ou on constate ça, qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura un truc à dire. Et dans ce cas-là, on ne fait jamais rien. Et vous savez quoi? Ben, il ne se passera rien. Bravo, vive la zone de confort. Ou alors, vous avez une autre option. Est-ce que cette personne pour qui j'ai l'impression que le regard est important, est-ce que cette personne est en mesure de parler? Est-ce qu'elle est bien placée pour parler? Par exemple, est-ce que cette personne qui va critiquer ma conférence, est-ce qu'elle est conférencière? Non. Tout dépend de la critique, bien sûr. Mais si c'est une critique sur la construction de ma conf, est-ce que cette personne, elle est conférencière? Oui, non. Non? Eh bien, qu'elle aille voir ailleurs si j'y suis. Mais ça, c'est pareil dans vos vies. Est-ce que cette personne est bien placée pour me faire telle remarque? Non? Je m'en tape. Donc, et finalement, en partant de là, si vous arrivez à être assez discipliné sur ce type de réflexion envers vous-même, eh bien, le regard des autres, il glisse. Plus d'impact, plus d'effet. Vous n'en avez plus rien à cirer. Et ça,
ça va occasionner un résultat qui est exceptionnel. C'est-à-dire que, alors je généralise, hein, on va dire: «Oh là là, mais tu as changé. Oh là là, comment tu étais? Comment tu es devenu? Ah!» Vous savez ce cliché, phrase de merde? Oh là là, quelle phrase de merde! Non, c'est pas vous qui avez changé. C'est votre vision de vous-même et de votre environnement qui a évolué, mais vous êtes resté la même personne. Cependant, votre interlocuteur est resté exactement la même personne. C'est-à-dire que si vous avez évolué, lui ou elle, non. Donc non, vous n'avez pas changé, vous évoluez. Donc Marie-Laure, après cette, jolie boucle comme je sais très bien les faire, heu, je pense que le regard des autres est beaucoup trop important pour toi. Tu cherches peut-être même une validation extérieure, alors que cette validation doit venir de toi. N'hésite pas à me dire si je fais fausse route et si tu as besoin que je t'oriente un petit peu. Alors ensuite, Sophie qui est toujours alors ce qui est fabuleux, avec Sophie qui est là, donc pour ceux qui ne savent pas ou qui sont arrivés en cours de route, je rappelle qu'il s'agit de ma compagne qui est sur le point de mettre notre enfant au monde. Sophie, ça fait on approche les 2 ans tout doucement où on est ensemble et Sophie, c'est marrant parce que, je vais lui dire maintenant et puis, on en discutera après, ça va peut-être même la faire accoucher. Je suis très fier d'elle. Je suis très fier d'elle parce que, elle part de loin. Elle part de loin. Elle est très loin d'être la femme qu'elle est aujourd'hui. Heu et ça, ce type de réflexion qu'elle met, mais au tout début où je l'ai connue, elle en était à des années-lumière. Donc c'est fabuleux de voir ce qu'on peut s'apporter mutuellement pour s'élever. Parce que je fais aussi cette parenthèse, si vous êtes dans une relation où vous avez rien à gagner, ça s'appelle pas une relation, en fait. C'est du commerce, c'est du troc. Ou alors voilà, on passe du temps avec quelqu'un et parce qu'on est gentil, parce qu'on apporte des choses, mais non, en fait, ça, c'est pas une relation. Une relation, ça entend qu'on est 2 et que ça circule comme de l'énergie, comme de l'air, comme tout. C'est la vie, en fait. Et avec Sophie, on a une relation qui est incroyable, mais incroyable. Je vous cache pas que j'aurais pas fait un gosse à n'importe qui non plus quand même, hein, faut pas déconner. Parce qu'en fait, je vous rassure, on s'engueule, on se pourrit, on plein de choses, hein, comme tout le monde, hein, on reste des êtres humains. Mais notre plus grande force, en fait, c'est de parler. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Comme je vous l'ai évoqué là, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? OK. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? OK. Et hop, et on confronte nos visions avec bienveillance et en fait, on trouve un terrain d'entente, on discute, on communique, on échange, on construit et ça n'a pas de prix. C'était la parenthèse, je voudrais pas la faire accoucher sur place quand même. Alors, ensuite, parce que je pense que j'ai pris un c'est plus un bus de retard que j'ai, OK, donc Christelle, je pense que tu es OK par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Ah, Cindy! Cindy, salut! Petit clin d'œil. Ah! Ravi de te voir, Cindy, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Alors, une question de légitimité. Ah! Ah, Marie-Laure! Mais j'aime ces sujets tout pourris. Moi, je les adore, je les affectionne, je les prends à bras le corps comme ça. Je les adore, ces sujets, parce que c'est des sujets qui nous pourrissent la vie et moi, j'adore ça. La légitimité. Alors, tu sais quoi? Je vais, juste te faire une anecdote sur mon expérience personnelle par rapport à la légitimité. Je vais synthétiser parce que sinon on va passer la nuit tous ensemble ici, bien que je sois en bonne compagnie, j'ai des choses à faire. La légitimité. Alors, au départ, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis charpentier. On m'a dit, hein, petit, très jeune, on m'a dit Heu, en fait et devant moi, en fait, on a dit à ma mère: «Bah, voilà, madame, votre fils est un bon à rien, on n'en fera rien, il faut le mettre en lycée professionnel». Donc déjà, il y avait une image des établissements professionnels, pour les cassos, quoi. Clairement, pour ceux qui étaient bons à rien, pour les boulets, tout ce que vous voulez. Donc quand on est enfant et qu'on entend ça et qu'en plus, les adultes qui composent votre famille consentissent, oh là là, il est fatigué, pépère, consentent à ce résultat en acquiesçant et en vous plaçant dans un lycée professionnel, eh bien, en fait, ça donne une validation.
«Bonjour, je suis nul, enchanté». C'est en gros ce qui s'est passé en termes de schéma. Donc en fait, moi j'ai toujours été, un grand rêveur et du coup, par rapport à ça, c'était: «Bah, Mathieu, mais arrête de rêver, tu es fatigué, tu y arriveras jamais. Arrête de rêver, ne fais surtout pas ça». Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont décidé que j'étais mauvais, que j'étais minable, que j'étais une merde. Il y a des gens qui ont décrété que j'étais une merde et donc je dois leur donner raison. Donc là, Marie-Laure, je te confronte à ça parce que finalement, moi, ce que j'ai vécu, c'est et je ne mâche pas mes mots, il y a des gens qui ont décrété que j'étais une merde et je dois leur donner raison. Mais avec mon côté emmerdeur comme pas deux, mais jamais! Mais au contraire, j'ai pris un malin plaisir à donner tort à ces personnes. Mais attends, qui sont ces personnes? Et parce que l'éducation nationale, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur YouTube, l'éducation nationale reste une institution figée depuis, ça fait 74 ans maintenant. Donc il serait peut-être temps d'évoluer, hein. Donc à l'époque, je n'étais pas conscient de tout ça, bien sûr. Mais qui sont ces personnes? Je vous le demande, qui sont ces personnes pour vous dire: «Toi, tu es bon. Toi, tu es nul. Toi, tu dois faire ça. Toi, ne fais surtout pas ça». Mais dans quel monde on vit? La seule personne, et ça, c'est une de mes punchlines en conférence, la seule personne qui fixe les limites, c'est vous. Donc Marie-Laure, si tu penses que tu as un problème de légitimité, félicitations, tu n'es pas légitime. Ça, c'est ce que je peux te dire. Si tu te sens pas légitime, c'est de ton fait, c'est parce que tu as décidé de ne pas être légitime. Je continue. 2019, j'écris mon premier bouquin et je suis arrivé comme toi à cette question sur la légitimité. Oh là là! Et là, je suis reparti dans des schémas à la con. Oh là là, mais qui je suis pour écrire un bouquin? J'ai pas fait de littérature, j'ai fait un lycée professionnel. Je suis très agile de mes 10 doigts, menuisier, charpentier, soudeur. À ça, pour me servir de mes 10 doigts, je fais tout ce que vous voulez. Alors, à tous les travaux de bricolage, je sais tout faire, pas de problème. Mais écrire un livre? Mais qui je suis pour faire ça? Mais mon premier livre, il se vend super bien, les gens, ils adorent, j'ai des commentaires de ouf. Et ben, j'ai peut-être pas fait, L en au bahut et pourtant j'ai écrit un bouquin. Là, j'en ai un deuxième qui est dans les tuyaux. Et alors? Il y a des gens, j'ai eu un hater une fois par rapport à mon bouquin, mais c'est parce qu'en fait, il s'est planté dans l'achat. Il pensait, c'est quelqu'un qui avait même pas lu le quatrième de couverture. Lui, il pensait avoir une revue technique sur la PNL. Non, c'est une biographie. Désolé, mec, tu t'es planté. Mais du coup, au lieu de dire comme un humain avec un minimum de cervelle, au lieu de dire ah mince, je me suis planté, eh ben non, le mec, ça a été un gros hater et il m'a descendu plus bas que terre. Est-ce que ça remet en cause ma légitimité pour autant? Pas que je sache. Et là, quelle légitimité, Marie-Laure, j'ai pour être papa? Mmh? Sachant que mon père est parti très jeune, pour des raisons assez particulières, mais il est encore vivant, je vous rassure. Mais il est parti très jeune, sans explication, sans quoi que ce soit. J'ai pas eu de modèle. Est-ce que je suis légitime pour être papa? Bah, si je pars dans cette direction, non. Et pourtant, j'ai qu'une hâte, c'est que mon fils, il arrive. Je suis au taquet parce que dans ma tête, il y a eu je suis Spielberg dans ma tête, je me suis fait des milliards de films, et je c'est cet enfant, c'est un cadeau du ciel. C'est de la magie dans ma vie, j'ai qu'une hâte là, il est le terme, c'est jeudi, j'en peux plus! J'en peux plus! Donc la légitimité, elle est aux chiottes, la légitimité là. Donc Marie-Laure, si tu penses que tu as un problème de légitimité, oui. Mais si tu penses que si tu veux trouver la solution, c'est toi qui l'as aussi. Alors, heu, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je pense que, ça a l'air d'avoir mis tout le monde d'accord parce que vous vous êtes, tous assouplis d'un coup. J'ai vu beaucoup moins de commentaires, défiler. Alors Cindy, le détachement est très important et oui. D'ailleurs les attentes, je vais faire une parenthèse sur ce que dit Cindy parce que ça mérite même d'être développé. Les attentes, on se rend pas compte, mais vous savez quand on dit: «J'ai pas d'attente», c'est faux.
C'est faux, majoritairement, c'est très, très faux. Je vais vous prendre un exemple tout bête. «Oh là là, cette personne, elle m'a déçu». Ben, en fait, c'est pas la personne qui vous a déçu. Vous aviez des attentes de cette personne et elle ne s'y est pas conformée. Ça, c'est super dur à travailler. C'est un point très difficile. En tout cas, pour rejoindre ce que dit Cindy, se détacher. En fait, se détacher, pour que ce soit peut-être plus clair, se détacher, eh bien, c'est tiens, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai fait, ce que je suis aussi, peu importe, est-ce que c'est OK pour moi? Oui? OK. Si c'est non, on verra après. Oui? OK. C'est OK pour moi. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est OK pour moi? Ouais? OK, ouais. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, c'est OK pour moi. Qui je suis, j'ai pas de problème d'identité, je suis bien avec moi-même. OK. Est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un? Non? OK. Par contre, est-ce que ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit emmerde la personne d'en face? Et que c'est oui, mais c'est son problème et c'est tant mieux, parce que ça lui cause pas du tort. Mais par contre, si ça la fait chier, mais c'est son problème, c'est pas le vôtre. Et ça, parce que ça, je fais cette parenthèse-là, parce que le détachement est super important vis-à-vis de ça. C'est pas votre problème. Si votre réussite ou ce que vous faites et que l'autre n'ose pas faire, moi on me dit: Mathieu, comment tu as fait ça?» Et excusez-moi d'être cash parce que je suis quelqu'un de très cash. J'ai beau avoir 35 ans, bientôt 36, mais je me fais chier sur la gueule, mais il y a pas d'autre mot. Quand j'ai fait ma formation de conférencier, au bout de 2 jours, j'ai vendu mes premières conférences, mais je me suis fait chier dessus par, ce que je pensais être mes potes de formation. Heu, mais en fait, je me suis fait chier dessus. Pourquoi? Parce que pour réussir à vendre ma première conférence, j'ai mis en place des actions. Voilà. C'est ça qui différencie les gens qui sont passifs dans la vie et les gens qui sont proactifs. J'ai mis en place des actions qui ont porté leurs fruits. J'ai eu mon 1er client en conférence au bout de 2 jours, parce que j'ai fait de la pub, parce que j'ai communiqué, parce que j'ai fait des vidéos, parce que j'ai un site, qui tourne très bien, parce que je fais des articles de blog. Mais ça, je à une période, je travaillais jour et nuit presque pour faire tout ça. Et vous allez me dire que quelqu'un qui vient me chier sur la gueule littéralement aurait raison? Parce qu'elle-même n'a pas eu le cran de faire tout ce que j'ai fait. Mais c'est son problème, c'est pas le mien. Et le détachement, c'est ça. C'est réussir à dire: «Mais en fait, j'ai fait de mon mieux et en plus, j'ai causé de tort à personne. Bah, en fait, je m'en tape». C'est ça, se détacher. Donc, Marie-Laure, du coup, pour rebondir, le détachement, c'est aussi ça. Est-ce que je fais de mon mieux? Ouais. Et ben, alors je m'en tape. Alors, Marie-Laure, Mathieu, la vraie question est: «Suis-je légitime de ce que je suis?» Mais là, je vais te confronter une nouvelle question, Marie-Laure, qui est et d'ailleurs, je te remercie parce que, c'est un rire machiavélique, hein, que j'ai fait, t'inquiète, hein. Hem, En fait, est-ce que tu as choisi qui tu es? Non. À la rigueur, je reprendrai limite une citation de Coluche. On est, tu sais, quand il dit: «On est responsable de la gueule qu'on a, pas de la gueule qu'on fait». Là, c'est le même principe. Est-ce que tu portes et puis je vais peser mes mots, po et essaie de même de ressentir les mots que je vais dire. Est-ce que je porte la responsabilité de qui je suis? Non, tu es qui tu es. En revanche, tu portes la responsabilité de qui tu fais le choix de devenir. Et là, c'est une très, très grande différence. Tu me dis si c'est assez clair pour toi. Donc, Marie-Laure, oui, tu es légitime de ce que tu es, parce que tu es qui tu es. Ce sont tes choix qui t'ont amené à qui tu es aujourd'hui. C'est donc en toute légitimité.
parce que tu as fait des choix, parce que tu as une expérience de vie, parce que tu as un passif, oui. Oui, j'ai vu ton commentaire plus bas, je vais même le mettre. Mais bien sûr que je suis dur, évidemment, évidemment, mais si à un moment donné et ne prends pas personnellement ce que j'ai dit Marie-Laure, c'est uniquement je te partage des outils, je te partage des réflexions. Là, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, je te partage des réflexions que j'ai moi-même mis en place dans ma vie. Alors évidemment, je te demande pas d'être comme moi et surtout pas d'ailleurs, je suis unique, je le reste. Mais c'est ce type de réflexion, c'est dur, oui, c'est dur en fait, mais oui, c'est dur. Mais tu crois que j'en suis arrivé là comme ça en fait? Parce que, si je vais te faire une synthèse de ma vie très rapide, heu, c'est en faisant des choix durs que je suis arrivé là. C'est-à-dire que moi, au départ, je suis alors c'est en plus, c'est hyper cliché, au départ, je suis un gamin timide, réservé, introverti. On me dit: «Fais ça», je le fais, «Ne le fais pas», je le fais pas, «Mets-toi là», je bouge pas, tant qu'on m'a pas récupéré une semaine après, je le faisais pas. Bref, j'étais en fait, j'étais ce qu'on voulait que je sois. Et en fait, la question à ce moment-là, c'est: «Mais qui je suis?» Mais j'en savais foutrement rien, puisqu'en fait, j'ai toujours été ce qu'on voulait que je sois. Mais qui je suis? Vaste question. Eh bien, ça m'a valu, beaucoup de travail personnel et le jour où j'ai su qui j'étais, eh bien, c'est le jour où et je vais même te le partager en direct parce que je suis très clair là-dessus et je l'ai déjà dit haut et fort, c'est même ce qui fait ma force aujourd'hui. À une époque où je commençais à me poser toutes ces questions et à me développer personnellement, un jour, ma mère, comme elle n'arrivait plus à faire de moi ce qu'elle voulait, de faire de moi sa chose, heu, elle m'a dit, à court un petit peu d'arguments, elle m'a dit: «Je veux plus te voir». Alors évidemment, c'est des mots qui font mal, mais à ce moment-là, on a de la fierté, on a de l'ego, on a plein de choses. Je lui ai dit: «Est-ce que tu es sûre?» Elle m'a dit: «Oui». J'ai dit: «Bah, très bien maman, salut». Ça a duré 2 ans. 2 ans sans nouvelles et bien sûr comme alors ça, c'est les bases de communication. Quand on ne sait pas communiquer, on se cherche des alliés. On se cherche des alliés pour se prouver qu'on a raison. Donc ma mère, n'a pas échappé à ce schéma à l'époque et en allié, elle s'est trouvée ma sœur. Donc je me suis retrouvé privé de ma mère, enfin privé, coupé plutôt, c'est plus juste, coupé de ma mère et de ma sœur pendant 2 ans. Mais Marie-Laure, tu croyais que je faisais le malin à ce moment-là ou quoi? Mais je faisais de l'huile. Est-ce que j'ai bien fait de lui répondre ça? «Merde Mathieu, est-ce que tu as pas fait une connerie?» Mais j'en ai fait des nuits blanches entières. Mais la question qui est venue après, c'est: «Mathieu, est-ce que ce que tu as répondu était juste pour toi?» Et même en termes de ressenti, moi, tu vois, Marie-Laure, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Là, je te partage. C'est-à-dire que les réponses, c'est toi qui les as. Par contre, voilà, ma réponse quand je me suis dit: «Tiens Mathieu, est-ce que c'est juste pour toi?» et que ça résonnait «oui» à l'intérieur, et ben, tu sais comment ça a résonné? Ça a résonné à l'intérieur de tout mon corps de manière légère, agréable. C'est comme si ça venait valider ma réponse parce que tu sais quand ça veut pas, il y a une contraction, il y a un nœud à l'estomac, il y a quelque chose. Donc quand tu es à l'écoute de toi, bah, les réponses, tu les entends et en fait, ce qui s'est passé donc ça a duré 2 ans. Et en fait, moi, j'ai continué à me développer. J'ai continué à renforcer le nouveau socle du nouveau Mathieu, à renforcer cette nouvelle identité et à laisser exprimer au grand jour qui je suis. Ça, Marie-Laure, c'est ma responsabilité. C'est-à-dire que j'étais autant responsable de laisser ma mère me dire qui j'étais, parce que je l'ai autorisé, j'ai laissé la place, même inconsciemment, j'ai laissé la place pour lui dire: «Oui, tu as raison maman, fais de moi ta chose». Je sais pas qui je suis, donc profites-en, fais de moi ce que tu as envie de faire. Quand j'étais gamin, ah bah, ah tu raison, à l'école, ils ont dit que j'étais une merde, donc tu as raison, mets-moi dans un lycée professionnel pour que je fasse un truc que j'ai même pas choisi de faire. Mais c'est ma responsabilité, mais allez, bien sûr, à ce moment-là, on n'en est pas conscient, mais c'est ma pleine responsabilité. Comme elle, elle a fait de son mieux et aujourd'hui, je le sais, elle a fait de son mieux. Et aujourd'hui, alors rassurez-vous, ça fait des années que c'est rétabli, mais aujourd'hui, mais avec ma mère, on n'a jamais été aussi proches. Ma femme pourrait vous en témoigner. On est devenus super proches avec ma mère parce que ma mère
a évolué à un rythme différent du mien, mais elle a fait son chemin. À la différence, c'est qu'il lui a fallu faire 2 cancers du sein pour se rappeler qu'elle avait un fils et passer à plusieurs fois à 2 doigts de la mort parce qu'aujourd'hui, en plus, elle a un handicap dû à une opération. Donc elle, son chemin de vie, ça a été de traverser des expériences de santé qui l'ont amenée aux portes de la mort pour se dire: «Tiens, en fait, la vie, c'est pas ça». Et aujourd'hui, avec ma mère, on est comme ça et je l'aime de tout mon cœur et elle m'aime. Et ça me chatouille même dans le corps de dire ça aujourd'hui parce que j'en suis heureux et pourtant on arrive de très loin. Mais la vie, c'est pas un Kinder Bueno, hein, Marie-Laure. Si tu passes pas par des trucs durs, malheureusement, je suis pas de ceux qui disent qu'il faut en chier pour apprendre. Non, heureusement, il y a des gens qui sont conscients et qui évoluent plus vite que les autres. Mais moi, il a fallu que j'en chie bien sévère pour que j'ai des moments bien pourris pour comprendre qu'en fait la vie, c'était pas ça. Donc évidemment, il y a des gens comme moi, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, heureusement, hein, et il y a de tout pour faire un monde. Mais bien sûr que je suis dur parce que sans ces réflexions euh, dures, et même j'ai envie de te dire, c'est pas être dur, c'est s'octroyer de la discipline. Je me suis octroyé une discipline parce qu'en fait, je fais le lien, parce que tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est en lien avec mon live, avec la thématique du live, l'ingrédient magique de l'audace. Eh bien, c'est quoi? C'est la foi. Parce que Marie-Laure, non, je suis pas dur, j'ai de la discipline. J'ai foi en moi, j'ai foi en mes idées, j'ai foi en mes rêves, j'ai foi en mes projets. Pourquoi? Parce que, et ça me fait vibrer, parce que justement, quand j'écoute ce ressenti à l'intérieur de moi, eh bien, ça a de la puissance. Et cette puissance, c'est cette puissance qui me permet tous les matins de mettre un pied devant l'autre et qui fait de moi une personne audacieuse. Donc oui, je suis dur et ça m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Et je te recommande de trouver quelque chose, de trouver cette foi, de trouver l'objet de cette foi qui puisse en fait te faire avancer. Et ça vaut tout. Ça vaut tout parce que tout est juste. Si tu perds des gens dans ton évolution autour de toi, Marie-Laure, on s'en tape. Si tu les perds, tu sais quoi? Ou ils te rattraperont plus tard sur leur chemin, ou c'est juste que vous n'êtes plus en phase, en fait. Vous n'êtes plus en mesure de vous comprendre parce que tu as évolué d'une autre façon. Et à quoi ça sert? Je te le demande, c'est un exemple qui est fabuleux parce que ça vaut pour tout le monde. À quoi ça sert de lutter contre le fait de perdre une personne avec qui tu n'arrives plus à te comprendre? Pose-toi une question. Tiens, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui, non. Si j'ai fait de mon mieux, ok. Dans une relation, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est au minimum deux. Donc j'ai ma responsabilité, j'ai fait de mon mieux, oui, non, ok. Est-ce que cette personne a fait de son mieux? Ça, je ne sais pas, puisque c'est de sa responsabilité. Donc il y a le facteur chance là-dedans, on ne sait pas. Mais si tu as fait de ton mieux, eh ben, tu lâches. Donc oui, c'est dur, mais en même temps, c'est une discipline qui permet de ne pas être malheureux et qui permet de se développer personnellement et d'atteindre ses objectifs. Donc, en partant de ces trois éléments, perdre des gens qui n'ont plus rien à m'apporter ou évoluer personnellement, ben, je pense que le choix est quand même assez vite fait. Mais ça n'engage que moi, je te partage encore une fois des éléments. Alors, je sais que c'est des sujets qui sont très très durs et qui méritent très gros débat, je le sais bien. Alors, j'ai fait un grand remake de ma vie en disant que je n'étais rien il y a 2 ans et là je suis entouré de grands. OK, OK, ben, ça c'est l'image que tu as de toi, que tu avais de toi. Parce que ça veut dire que et là je vais pousser la réflexion très loin Marie-Laure, mais c'est volontaire pour te pousser à la réflexion. Il y a 2 ans, j'étais rien. Quelle image tu avais de toi il y a 2 ans? Voilà, je pense que tu as déjà la réponse et je pense qu'on l'a tous. S'il y a 2 ans, tu dis: «Je n'étais rien», ça veut dire que tu avais une image de toi qui était dégueulasse, très clairement et qu'aujourd'hui, si tu es entouré de grands, ça veut dire que tu as grandi. Tu vois, les mots, la langue française, elle est magnifique, elle est très bien faite. Tu es entouré de grands aujourd'hui parce que tu as grandi et ça, tu te le dois à toi. Donc si là, il y a pas de légitimité, je ne sais pas où elle est, hein, mais elle est là.
Oui, je sais que alors oui, je vais faire une petite parenthèse tout de suite. Oui, je m'appelle Mathieu Boisnet. Oui, je parle d'audace et oui, je parle comme ça parce que ça sert à quoi que je vous enveloppe, ça sert à quoi d'envelopper le caca avec un papier cadeau? On parle des choses comme elles sont, hein. On appelle un chat, c'est comme disait ma grand-mère. On appelle un chat, ça sert à rien de mettre de l'emballage autour, OK? Donc, moi et puis je préfère qu'on se dise les choses comme ça, parce que quand on solutionne un problème, c'est pareil, le problème, on ne l'enveloppe pas d'un paquet cadeau, un paquet de caca reste un paquet de caca. Donc plus vite c'est déballé, plus vite c'est réglé. C'est comme ça que je le vois. Et je t'en prie Marie-Laure, avec le plus grand plaisir. Parce que je savais avec nos petits échanges, je savais que tu avais peut-être besoin d'un pseudo coaching entre guillemets en live. C'est pour ça, là, je savais que je faisais un live, je me suis dit: «Allez viens comme ça tu participes à tout ça». Donc pour boucler la boucle, mes petits loups, mes petits audacieux, pour boucler la boucle, vous l'avez compris, l'élément indispensable à l'audace, c'est la foi. Et en aucun cas, on s'en tape la coquille de la religion. C'est d'avoir d'abord foi en vous, parce que si vous n'avez pas foi en vous-même, eh ben, je ne sais pas qui c'est qui l'aura, hein? Voilà, si vous n'avez pas de questions, bah, écoutez, moi, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Ce que je vous invite à faire, comme je vous l'ai dit, je suis très rarement sur Facebook. Je vous invite d'ores et déjà à me suivre sur YouTube. C'est en lien, c'est dans la description de cette vidéo. Sur YouTube, vous aurez beaucoup plus de contenu. Si vous avez des envies et des idées de live, c'est pareil, vous me les mettez dans les commentaires, je les traiterai sur YouTube. Pensez à partager, cette vidéo, pensez à partager ce qui vous inspirera sur YouTube. C'est évidemment avec le plus grand plaisir que j'accéderai à vos requêtes. Si vous avez des besoins de live particuliers, c'est le même principe. Je suis là à disposition, profitez-en. Surtout que d'un jour à l'autre, je vais me retrouver en congé paternité. Donc entre 2 biberons, je serai très heureux de répondre à toutes vos questions. Prenez bien soin de vous. C'est le plus important et je vous dis à très vite. Salut les audacieux.